2010, il y a eu beaucoup de choses, évidemment. Le point de départ d'une reconnaissance formelle des regroupements d'achat, c'est l'adoption de la loi sur les contrats des organismes publics en 2008, entrant en vigueur autour du 1er octobre 2008, sauf erreur de ma part. Et effectivement, on constate qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on est toujours au moins point, du moins législativement parlant. Ce que je veux dire par là, puis j'ai entendu Joël tantôt, j'espère que je ne creverai pas sa balloune, et j'ai entendu Joël tantôt qui dit on va apprendre de nouvelles choses. Puis là, vous regardez le titre, plus ça change, plus c'est pareil. Alors, moi, je veux vous véhiculer le point de vue législatif, le point de vue réglementaire des regroupements d'achat, le point de vue légal, bref. C'est un discours un petit peu, vous allez voir, un peu pessimiste, mais ça n'enlève rien à tout ce qui s'est fait depuis toutes ces années décrites par M. Bégin tout à l'heure et au succès que vous pouvez avoir en matière de regroupement d'achat. En fait, ça démontre une chose, c'est que vous êtes très débrouillard, imaginatif. Et je peux vous dire une chose aussi, c'est que je travaille dans les regroupements d'achat dans à peu près tous les réseaux, le monde municipal particulièrement, mais aussi ça m'est arrivé de travailler du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté des fournisseurs pour le réseau, dans le cadre du réseau de la santé. Et lorsqu'on travaille du côté obscur de la force, il faut essayer de trouver des arguments pour contester le regroupement d'achat ou son résultat. Et je peux vous dire une chose, pour ce que j'ai vu jusqu'à date, vous êtes très bien outillés en matière de regroupement d'achat. Je parle au point de vue connaissance des ressources humaines qui y travaillent, je parle au point de vue des organisations, je parle au point de vue de la concertation avec la CSQ ou la QCS maintenant. Alors ça, là-dessus, vous n'avez pas à envier quelque réseau que ce soit. Cependant, le bémol, puis c'est un peu le discours que je vais avoir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut se rappeler que, au-delà du rapport du VG et ce qui a pu découler depuis, l'intervention du législateur et du gouvernement a été, pour ne pas dire inexistante, pour encourager en termes législatifs et réglementaires pour soutenir les regroupements d'achat dans le milieu scolaire. Moi, c'est un constat légal que je fais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des mesures d'encouragement, je ne dis pas que le Conseil du Trésor ou le ministère n'a pas encouragé, effectivement, par diverses mesures administratives, les regroupements d'achat, certes par les règles budgétaires, de manière coercitive, c'est-à-dire. Alors, mais légalement, là, si j'essaie de faire un constat aujourd'hui puis de me dire qu'est-ce que le gouvernement, je ne veux pas faire de politique, c'est indépendamment des partis, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le législateur a fait pour faciliter les regroupements d'achat depuis 2008, et je suis obligé de vous dire que plus ça change, plus c'est pareil, malheureusement. On va le voir tantôt. Lorsqu'on m'a demandé de faire la présentation d'aujourd'hui, je me suis posé la question de quoi de nouveau je vais leur parler. Parce que ça fait comme 3 ans, je pense, la 3e année cette année. Et je suis obligé de revenir avec les mêmes sujets parce que je dois taper sur le clou. Et j'en profite aussi parce que j'ai des représentants du Conseil du Trésor et du ministère dans la salle pour leur faire prendre conscience qu'encourager les regroupements d'achat, ça peut se traduire aussi par des mesures qui facilitent la vie des regroupements. Et quand je vous dis là, que faciliter la vie des regroupements, c'est leur dire, écoutez, si vous arrivez dans le cadre d'un regroupement d'achat, puis qu'il y a un seul soumissionnaire conforme, vous devez retourner chez vos dirigeants d'organisme pour demander l'autorisation d'adjuger le contrat ou d'ouvrir l'enveloppe, si vous êtes en appel d'offres qualitatif, par exemple, en 2 étapes. Ça, c'est un processus qui est lourd. Vous avez trouvé, je pense, des moyens tout à fait imaginatifs de contourner ces difficultés-là. Ça vous a obligé à développer votre système D. Mais il en demeure pas moins qu'il serait beaucoup plus facile si on souhaitait véritablement faciliter et développer un encadrement législatif et réglementaire qui facilite les regroupements d'achat, de passer par un autre chemin, c'est-à-dire
la voie réglementaire ou législative. On va faire un retour sur ces éléments-là de façon plus particulière. Si jamais vous avez des questions très précises sur le volet légal, on aura aussi l'occasion dans la deuxième partie, après la pause, là, de prendre une tangente un peu plus interactive, mais n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre. Normalement, je devrais être capable de voir le contenu avant la pause et de terminer après la pause avec le deuxième sujet sur la concertation. Évidemment, je vous le dis tout de suite, le règlement sur l'acquisition des technologies de l'information, malheureusement, je ne l'ai pas en main. Malheureusement, je ne l'ai pas en main. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir non plus. Je sais qu'il est en consultation actuellement auprès du réseau. Je sais aussi que, je pense que c'était annoncé, là, puis j'ai publié ça sur le blog d'ailleurs, qu'il y avait une consultation éventuellement des fournisseurs. Alors ça, cet aspect-là, évidemment, m'est plus inconnu, mais évidemment, on pourra rêver de différentes choses ensemble. Qu'est-ce que pourrait contenir le règlement? Je pourrais faire des commentaires ponctuels, mais parlons d'abord des regroupements d'achat. Alors, différents thèmes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Les obligations préalables à l'adhésion à un regroupement d'achat, les formes d'adhésion au regroupement d'achat entre le mandat ferme ou mandat d'intérêt. On se rappelle que le mandat d'intérêt fait suite à la fin de la mesure transitoire qui permettait d'adhérer en cours d'appel d'offres ou en cours de regroupement d'achat. Obligation des commissions scolaires envers les regroupements, c'est important, parce qu'on assiste parfois à des tentatives de fournisseurs de passer indirectement, de contourner le regroupement d'achat. Donc, il faut être prémuni et être conscient de ses obligations en ce sens-là. Concertation des regroupements d'achat, ça sera vu dans la deuxième partie. Et écoutez, il y a environ, comme je le dis souvent, là, à peu près une vingtaine de décisions par année qui sortent sur la conformité des soumissions. Et parfois, à travers ces décisions, il y en a une qui peut toucher les regroupements d'achat. Et heureusement, cette année, on en a une dans RCI contre Sigma Santé. On va voir quelles sont les conséquences d'une mauvaise planification ou d'une mauvaise définition de besoin. Et je ne le dis pas parce que j'œuvre la plupart du temps contre les regroupements en santé, mais je voulais vous le signaler. Cette décision-là est très intéressante en ce sens-là. Les obligations préalables à l'adhésion au regroupement. Évidemment, je ne parlerai pas de la définition du besoin. On pourrait parler de ça pendant l'avant-midi, mais à supposer qu'il est acquis que la commission scolaire ait un besoin à combler, bien, le pouvoir de se regrouper, il est prévu à l'article 15 de la loi sur les contrats des organismes publics. Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d'offres. Évidemment, c'est un pouvoir discrétionnaire. Je le rappelle, c'est un pouvoir discrétionnaire, mais parfois à figure imposée. Évidemment, on va se retrouver souvent avec une règle budgétaire qui, si vous voulez avoir les sommes, bien, vous devez passer par un regroupement d'achat. Et lorsqu'on ne précise pas le regroupement, bien, ça laisse libre le cours évidemment aux démarches, aux initiatives régionales ou provinciales. Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droit public. Là, c'est personne morale de droit public, ça signifie que pas juste les entités qui sont pareilles comme vous. Donc, ça veut dire municipal, ça veut dire CSPQ, ça veut dire évidemment des organisations du réseau de la santé, les regroupements, les 4 regroupements d'achat dont je nommerai pas, là, mais ça peut être un autre regroupement d'achat d'un autre secteur d'activité. Dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel d'offres sont celles auxquelles est assujetti l'organisme public ou la personne morale de droit public qui procède à l'appel d'offres. Bon, ce que ça signifie, c'est que si vous procédez à un regroupement d'achat avec un organisme public assujetti, évidemment, lorsqu'on parle d'organisme public, généralement, dans un contexte d'approvisionnement, on parle d'un organisme qui est assujetti à la loi sur les contrats des organismes publics. Dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser. Ce sera le même processus que vous vivez quotidiennement, à moins qu'il y ait des nuances entre des politiques de gestion contractuelle qui s'appliquent plus particulièrement
à ce secteur d'activité. Par exemple, la différence entre la politique de gestion du réseau de la santé et services sociaux et il peut y avoir des nuances avec celle du réseau scolaire, du moins jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le Conseil du Trésor. Je sais sur votre tâche à dessin, je pense. Alors, essentiellement, si c'est avec une municipalité, là, c'est différent. Parce que les municipalités sont assujetties à un cadre juridique qui n'est pas identique au vôtre. Loi sur les cités et villes, code municipal en l'occurrence, prévoit certaines mesures. Ça m'est arrivé dans un cas récemment où j'ai dû à travailler à un achat, disons, on va appeler ça un achat regroupé au sens large, mais un contrat qui était adjugé pour une commission scolaire par une municipalité. Alors, à ce moment-là, la loi nous dit, bien, écoutez, posez-vous pas de questions non plus, c'est les règles de la municipalité qui s'appliqueront. Ça signifie parfois certaines choses. Hein. Ça veut dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous accordez via un contrat de service professionnel par une municipalité pour un projet conjoint, ben, la municipalité a des règles différentes, par exemple en matière de comité de sélection. Le secrétaire n'a pas à être formé par le Conseil du Trésor. Ça, c'est écrit, évidemment, c'est pas écrit dans la législation municipale. Mais il peut arriver certaines nuances, mais là-dessus, ça se peut que vous fassiez le saut. Hein? Que vous dites, ah, ça ne fonctionne pas comme ça chez nous, comment se fait que c'est différent? Bien, c'est possible que ce soit différent. Autre aspect très important, lorsqu'on fait affaire avec une municipalité, c'est qu'ils n'utilisent pas les modèles de documents contractuels comme les vôtres. Hein? L'article 7 de chaque règlement d'un contrat d'approvisionnement, par exemple, prévoit que tel élément doivent être des cas de rejet automatique de la soumission. Bien, ça risque de ne pas se retrouver dans le document d'appel d'offres de la municipalité. Et je vous invite à la prudence. Si vous faites affaire avec un corps public municipal, vous faites affaire, par exemple, avec la municipalité allons-y au hasard, là, Saint-Valentin. J'ai ma fête à Saint-Valentin, c'est pour ça que... Alors, la municipalité de Saint-Valentin a probablement pas investi autant de temps que le Conseil du Trésor ou vos modèles de gestion de contrats ou de documents d'appel d'offres dans ses propres documents, sans vouloir faire le procès des documents d'appel d'offres de la municipalité de Saint-Valentin. Il se peut que vous voyez là-dedans quelques lacunes, parce que malheureusement, il n'y a pas d'uniformité dans le monde municipal. Alors, ça, c'est des réserves que j'ai, évidemment, lorsque vous faites affaire dans le cadre d'un regroupement d'achat avec un autre corps public qui n'est pas assujetti aux mêmes règles et qui n'a pas les mêmes pratiques contractuelles. L'organisme public doit être au fait de toute façon. Sébastien. Oui. Oui. J'aurais une question. Oui. Est-ce que l'inverse peut être vrai? Est-ce que une municipalité peut adhérer au regroupement d'achat d'éducation? Oui. Un OBNL, je ne parle pas un organisme reconnu. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des restrictions? Non. En fait, il y a des restrictions prévues par la loi, mais ce qu'il faut comprendre, puis c'est un peu quand je vous disais tout à l'heure que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'avais l'intention de le dire, au point de vue législatif réglementaire, en termes de regroupement d'achat, et je le précise, là, je le répète, là, ça n'enlève rien à ta compétence, Serge notamment, et à l'expertise que le CCSR et d'autres regroupements ont développé dans le réseau. Mais en termes législatifs, vous êtes les enfants pauvres des regroupements d'achat. Les municipalités peuvent confier, et c'est prévu par la loi, un mandat de procéder à un regroupement d'achat à un OBNL. Il n'y a pas besoin de s'appeler CCSR, il n'y a pas besoin de s'appeler CSPQ. Il peut confier un mandat d'adjuger un contrat à un simple OBNL. Rien dans la loi sur les contrats des organismes publics
ne vous y autorise en principe. La loi vous dit, vous pouvez vous regrouper. Ça prend la forme d'un mandat à un OBNL. Mais disons que c'est une initiative que vous avez prise dans le temps pour vous doter de structures qui procèdent à des regroupements. Mais oui, à ta question, la réponse est simple. Effectivement, les municipalités peuvent donner le mandat à une commission scolaire, à un regroupement de commissions scolaires, ou même à un OBNL qui regroupe les commissions scolaires et des corps publics, de procéder à un regroupement d'achat. Ça va? Merci. Et là, je ne vous parle pas de la reconnaissance dont bénéficient les regroupements d'achat dans le réseau de la santé. Dans le réseau de la santé, les regroupements d'achat que vous avez, GASEC et compagnie, là, ils sont, au terme de la loi sur la santé et services sociaux, des établissements publics. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'ils ont leur déo. Ils ont même leur ROC, probablement, si ça se trouve. Alors, ils ont leurs dirigeants de l'organisme. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'ils ne font pas le tour de leurs membres lorsqu'ils ont une seule soumission. Ils ne font pas le tour de leurs membres pour faire la reddition de compte. Et si, dans le cadre d'un contrat, il y a un problème de rendement insatisfaisant avec un fournisseur, bien, ils pourraient rejeter le fournisseur pendant 2 ans s'il y a une évaluation de rendement antérieure. En théorie, un regroupement dans le réseau de la santé peut validement faire une évaluation de rendement. On va le voir tantôt un peu plus en détail. Mais essentiellement, ils ont une reconnaissance législative. La loi sur les contrats les assimile à un organisme public, assujetti au même titre à la loi sur les contrats des organismes publics pour ses propres fins. La nuance est importante parce que si, par exemple, vous prenez vos regroupements d'achat et que vous les constituez tous en OBNL, ça veut dire théoriquement que lorsqu'ils donnent un contrat en votre nom, juridiquement, moi, je suis très à l'aise avec la conclusion à l'effet qu'ils sont assujettis à la LCOP. Parce que vous-même, vous êtes assujettis, vous donnez le mandat à un tiers de procéder à l'attribution d'un contrat. Ce n'est pas parce que vous donnez le mandat à un tiers que lui peut se revirer de bord puis confier le contrat sans appel d'offres à un fournisseur. Hein, on l'a vu dans le cas, il y a eu une démonstration très évidente de ça. Société du Parc Jean-Drapeau, qui est assujettie à la loi sur les cités et villes en matière d'appel d'offres, donne un mandat à QIM, qui est un OBNL, et l'OBNL, lui, il se revire de bord, puis il fait un appel d'offres qualitatif, puis il ne suit pas les règles de la loi sur les cités et villes. Alors, il y a eu un petit rappel là-dessus, un petit ajustement de la part de l'inspecteur général, qui, lui, est à temps plein sur les contrats publics. Alors, c'est sûr que lui, il a soulevé le point. Alors, ça, là-dessus, juridiquement, c'est très clair pour moi que ce n'est pas parce que vous procédez par un regroupement d'achat que vous n'êtes pas assujetti et que vous n'êtes pas tenu de surveiller le regroupement d'achat pour qu'il procède suivant la loi. Évidemment, surveiller, c'est un bien grand mot, mais au moins vous vous assurez qu'il a procédé suivant la loi. Et probablement, ça fait partie de ses engagements aussi envers vous lorsqu'il sollicite un mandat. Alors, mais par contre, l'OBNL, en principe, qui n'est pas un organisme public, s'il contracte pour ses propres fins, il n'y a pas à aller en appel d'offres. C'est ça la réalité. Si on place le même OBNL et qu'on le transforme en regroupement d'achat dans le réseau de la santé, lui, il est tenu d'aller en appel d'offres. Alors, la nuance est fine, mais est importante. Est importante, ne serait-ce que pour tout le processus de reddition de compte, ne serait-ce que pour le rôle et l'importance que peut jouer le dirigeant de l'organisme dans le cadre d'un regroupement d'achat. C'est très important de prendre conscience de ces limitations. Et, je l'ai mentionné tantôt, ce qu'implique un regroupement d'achat,
c'est évidemment le respect des règles budgétaires lorsque c'est une figure imposée. Et il y a aussi une limite à l'approche catalogue. Évidemment, tout est dans la définition du besoin. Vous dites, puis je pense que c'est simple, puis on va voir cet après-midi, je ne sais pas si je vais pouvoir être là, mais lorsque vous avez lancé votre plateforme, j'en connais pas beaucoup de détails, mais par exemple, à supposer que vous avez un catalogue Sears, effectivement, pour reprendre un exemple qui fait appel à des images de votre enfance, et de la mienne en tout cas, et vous choisissez ponctuellement des items dans le catalogue Sears. Et bon an, mal an, chaque fois que vous cliquez sur l'item, évidemment, à l'époque où j'avais le feuilletais, le Sears, je ne cliquais pas dessus. Mais à chaque fois que vous achetez l'item, vous engagez une dépense de fonds publics. Au bout d'un certain temps, vous êtes rendu à 110 000. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en principe, dans la mesure où ces besoins-là deviennent un peu plus récurrents, dans la mesure où la dépense projetée est prévisible à chaque année, ça devient une pratique de saine administration et de saine gestion des approvisionnements. Là, on est prendre conscience de ça, puis là, on dit, wow, on est peut-être dans un cas où on doit aller en appel d'offres public, ou on est peut-être dans un cas où on doit aller en appel d'offres sur invitation. Évidemment, dans le cadre d'un regroupement, ça peut être des sommes infimes par établissement qui, regroupées, totalisent un montant plus élevé que les seuils prévus par les accords de libéralisation des marchés. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut prendre conscience qu'il y a une limite à l'approche catalogue. La limite étant celle de dire je dois respecter quand même l'accès au marché public. L'accès au marché public qui est énoncé à l'article 2 de la loi vient nous dire, bien, si je respecte l'accès au marché public, ça veut dire éventuellement que je devrais procéder à un appel d'offres. Parce que si je procède par l'approche catalogue et que je fais affaire toujours avec le même fournisseur, je ne respecte pas l'article 2. Alors, tout ça mis dans le bain des regroupements d'achats fait en sorte qu'il y a une limite à l'approche catalogue. Il y a peut-être intérêt souvent à se regrouper, ne serait-ce que pour avoir une approche catalogue ou avoir une approche d'achat regroupé pour aller chercher le meilleur prix possible. Évidemment, les regroupements d'achats ne se font pas sans risque de responsabilité. Je le vois dans différents réseaux, particulièrement dans le réseau de la santé où je suis sollicité par les fournisseurs. Heureusement, les fournisseurs, rassurez-vous, ne font pas affaire dans le réseau scolaire. Donc, j'ai choisi mon camp. Mais il en demeure pas moins que les fournisseurs sont de plus en plus conscients de leurs droits. Premièrement, ils sont de plus en plus formés, parce que ça fait depuis 2008 qu'ils gravitent autour de la loi sur les contrats des organismes publics. Ça fait depuis 2008 que, dans certains cas, parce que l'approche qualitative, là, on ne parle plus juste d'une approche qualitative en matière de services professionnels. Là. Et on voyait, souvent, d'un point de vue au sens strict, votre obligation est de recourir à l'approche qualitative lorsque c'est un service professionnel prévu par le règlement. Mais on voit de plus en plus la qualité intervenir dans le cadre de l'attribution de contrats d'acquisition de biens, d'équipements, de choix d'un fournisseur de services techniques. Or, souvent, la qualité, c'est pas clair dans le monde des fournisseurs encore. La qualité, c'est du subjectif. Ça fait appel souvent à des sentiments ou à la frustration parfois de certains fournisseurs qui constatent que le résultat n'est pas au rendez-vous. L'année passée, je parlais d'une affaire ici dans le cadre du présent forum, d'une affaire qui impliquait GE. GE, connu mondialement, réputation incroyable. Et là, ils participent à un appel d'offres regroupé d'un regroupement d'achat dans le réseau de la santé. Et
processus d'évaluation en 2 étapes, qualité-prix. Et on retourne aux représentants de GE l'enveloppe de prix, même pas décachetée. Alors, vous comprenez que GE, frustré de la situation, décide de prendre un recours contre, je pense que c'est le GASEC, et plaide sur sa réputation mondiale. Évidemment, il dit au passage que j'ai toujours fait affaire dans le réseau. C'est pas vrai que au jour 1 du lendemain de l'évaluation qualitative, je suis plus bon. Je suis plus assez bon, du moins, pour le réseau de la santé. Alors ça amène de la frustration chez les fournisseurs. Et il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça, que se regrouper puis faire de la qualité, évidemment, ajouter au fait que vous faites de la qualité, ça engendre de l'incompréhension. D'une part, parce que le processus de qualité n'est pas complètement ouvert. Hein? Si demain matin, je fais une demande d'accès pour accéder aux notes évolutives ou même aux notes personnelles des membres du comité d'évaluation, je vais recevoir une réponse du responsable d'accès à l'information en disant non, vous ne recevrez pas les notes. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un avis ou d'une recommandation faite par un comité mandaté par le Conseil des commissaires, par exemple, pour donner une recommandation au Conseil sur la qualité. Le responsable de l'accès peut refuser l'accès à tous les documents qui ont été remplis par les membres du comité. Même les notes ne sont pas accessibles. Même la ventilation des notes, en principe, ce n'est pas un document qui est accessible. Donc, qui dit processus non ouvert, résultat frustrant, là, il y a un cumul de frustration chez le fournisseur. Ça, c'est vrai pour tout contrat que vous êtes jugé, qu'il soit en regroupement ou non. Mais là où le regroupement prend tout son sens, c'est sur les parts de marché. Parce que quand vous dites, vous faites affaire avec un regroupement d'achat, les parts de marché sont plus grandes. Au lieu d'avoir, par exemple, 10 fournisseurs qui desservent le Québec en entier, vous, pour l'Est du Québec, par exemple, en avez un. Ou 2, si vous procédez pour un contrat à commande à une adjudication double ou à une adjudication multiple, lorsque l'écart entre le plus bas soumissionnaire et les seconds est de moins de 10 %. Donc, il y a peu de joueurs après le passage de l'appel d'offres regroupé, comme une tornade, là, qui vient de passer sur le marché, qui vient de réduire ou regrouper les parts de marché. Et si vous êtes GE, par exemple, pour m'acharner sur GE, parce que je ne la connais pas plus particulièrement, mais retenez, si vous êtes GE ou un autre fournisseur, puis là, vous vous apercevez que de 35 % vous passez à 0 et que le 35 % représentait 3 millions, là, vous commencez à poursuivre. Là, vous commencez à y réfléchir sérieusement. Parce qu'un contrat de 30-40 000 pour telle commission scolaire, vous ne poursuivrez pas parce que vous allez manger vos bas en service professionnel, en frais d'avocat. Malheureusement, on coûte très cher, puis vous allez manger vos bas. Alors, comme fournisseur, tout ça revient sur la table. Et d'autant plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je ne peux plus vous offrir ou offrir à quelqu'un qui est près du processus d'adjudication, un consultant ou quoi que ce soit d'autre, des billets pour aller voir la série Canadien-Sénateur. Je ne peux plus vous inviter dans la loge de mon entreprise, toutes dépenses payées. En principe, vous êtes tous régis par des règles d'éthique qui, en matière d'approvisionnement, s'appliquent avec encore plus d'acuité aujourd'hui. Alors, dans ce contexte-là, responsabilité prend tout son sens. Et évidemment, qui dit responsabilité,
dit aussi gestion de risque, parce que là, si vous faites un regroupement d'achat, il est d'autant plus important de respecter les règles prévues par la loi, d'autant plus important de respecter le contenu obligatoire des documents d'appel d'offres, quoique la plupart du temps, vous fonctionnez avec des modèles qui en tiennent compte. Mais toute irrégularité dans le processus pourra être un argument additionnel au fournisseur pour contester la validité du processus. Moi, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux vous faire prendre conscience que ça peut arriver. Et que si en 2005 ou en 1995, ça pouvait peut-être arriver, bien, je vous dis aujourd'hui, le risque est plus élevé en raison de tout ce que je viens de vous exposer. Alors, les risques découlant du respect des processus d'adjudication, découlant du respect du contrat par les parties, on va le voir tantôt, qu'est-ce que ça implique, un regroupement d'achat. Et c'est selon, évidemment, les responsabilités assumées par l'entité qui gère le regroupement. Vous savez, faire un appel d'offres, ça a un coût pour votre organisation. Dans certains cas, il y a certains de mes clients qui disent « Je vais sauver à peu près entre 3 000 et 5 000 $ si je procède à un regroupement d'achat. » Or, il faut s'assurer que si je le sauve, ben, que les règles vont être respectées aussi. Et c'est évident que de faire un regroupement d'achat, ça comporte un coût, ça comporte des responsabilités au niveau du respect des processus, évidemment, mais il faut être outillé pour le faire. Parce que si vous n'êtes pas outillé et que vous n'êtes pas suffisamment bien entouré pour procéder au regroupement d'achat, là, vous vous exposez à des risques, soit de vices de procédure ou dans le processus d'adjudication d'un contrat, ou au niveau de la gestion contractuelle aussi. Il faut absolument prendre conscience quelle est la responsabilité du regroupement ou de l'entité qui procède au regroupement d'achat et quelle est votre responsabilité comme partie à ce regroupement, que ce soit par avis d'intention ou par mandat ferme. Si on peut résumer ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nombre limite ou minimal pour procéder à un regroupement. Ça peut être juste 2, hein, comme son nom l'indique. On se regroupe, on peut être juste 2. On peut le faire d'un point de vue sur le plan régional, lorsque ça s'y prête, provincial. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est la loi ne prescrit pas de limite. Il n'y a pas de forme juridique qui est prescrite par la loi. On n'a pas à procéder via la constitution d'une entité. Ça peut être un mandat à donner à l'une des parties au regroupement. Et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, en tout état de cause, la loi va trouver application. Conditions préalables. L'économie régionale. Ça, c'est l'article 16 de la loi. Je vais peut-être aller le prendre puis le lire, ça va être plus simple. Un organisme public ne peut procéder à un appel d'offres visé par l'article 15 sans prendre en considération l'impact d'un tel regroupement sur l'économie régionale. Ici, on vient dire, dans le fond, que pour exercer votre pouvoir de convenir d'un regroupement d'achat, vous devez rencontrer la condition préalable suivante, c'est-à-dire prendre en considération l'économie régionale. 2 expressions, prendre en considération, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas défini dans la loi, ce n'est pas défini dans aucune directive, sauf peut-être, là, ça peut apparaître à certains égards là, de l'annexe 5 de la directive du Conseil du Trésor en matière de reddition de comptes. Mais essentiellement, prendre en considération, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Ça ne veut pas dire donner raison, entre guillemets. Là. Ça ne veut pas dire choisir l'économie régionale au détriment du regroupement. Ça veut dire le prendre en considération. Ça veut peut-être dire ne pas
en tenir compte. C'est-à-dire, ça veut dire, oui, je sais que ça peut avoir un impact sur l'économie régionale, mais je juge que les avantages et les gains au niveau financier sont plus importants. Est-ce que, par exemple, là, si j'arrivais, là, puis une entreprise locale, face au choix, parce que moi, je l'ai déjà dit, probablement qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean, pour être plus précis. Un sous-groupe. De Saint-Félicien, pour être encore plus précis. Mon père était maire pendant des années, 10 ans de temps. Et quand j'étais plus jeune, il était hors de question qu'on franchisse les frontières de la ville de Saint-Félicien pour aller acheter ailleurs, à Chicoutimi, à la place du Royaume. À supposer qu'il y a une entreprise assez agressive localement qui vous dise, ben là, vous avez décidé, commission scolaire, de participer à un regroupement d'achat? Parfait. Avez-vous considéré l'économie régionale? Et là, il va voir dans la résolution du Conseil des commissaires, par exemple, concernant le mandat, par exemple, et constate qu'il n'y a aucun attendu, aucun considérant qui réfère à la notion d'économie régionale, prend une injonction ou prend un recours judiciaire en disant « Vous n'avez pas respecté cette condition préalable à l'exercice de votre discrétion. » Ça, c'est un droit administratif, une règle de base. À l'exercice de votre discrétion d'acheter localement ou de considérer l'économie locale et des impacts du regroupement d'achat sur l'économie locale. En théorie, là, c'est un recours qui pourrait présenter, sans dire certaines chances de succès, mais qui présente à sa face même là, un argument que je ne peux pas nier qui découle de l'article 16. Bon, une fois qu'on a dit ça, à supposer que, évidemment, vous vous rendez au procès et que là, il y a de la preuve qui est administrée, où là, vous déposez le sommaire exécutif qui était joint à la résolution, au projet de résolution, et le sommaire exécutif, lui, tient compte de l'économie régionale. Il dit oui, effectivement, il pourrait y avoir un impact sur l'économie régionale. Par contre, je vous recommande néanmoins d'aller de l'avant compte tenu des économies réalisées par le passé de ce même regroupement qui a connu du succès et qui a permis aux membres de réaliser passablement d'économies. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous pensez qu'on a considéré l'économie régionale? Oui, absolument. C'est comme si on venait ici, par la législation, donner ou intégrer un élément d'opportunité. Généralement, le législateur, il ne se mêle pas d'opportunité. Hein, il va dire, vous avez un pouvoir discrétionnaire. Vous pouvez décider d'aller en regroupement, de vous regrouper et de faire un achat. Et là, ici, on vient intégrer, mais dans votre décision, vous devez considérer l'économie régionale. Et il ne définit pas c'est quoi considérer l'économie régionale. Évidemment, on pourrait sonder, je pourrais essayer de contre-interroger notre ami du Conseil du Trésor pour essayer de lui tirer les verres du nez, qu'est-ce qu'on voulait dire par considérer. Mais moi, malheureusement, c'est le texte. Hein? Je suis désolé, là, mais et non pas l'auteur. Alors, quand je vais voir le texte, prendre en considération pour moi. Sébastien, oui. Une question. Oui. Si on ne va pas en achat regroupé, oui. et on est 100 000 et plus, donc on fait un appel d'offres public, oui. Est-ce qu'on considère l'achat régional? En public, en théorie, il n'y a pas de possibilité de considérer l'achat régional. En théorie et en pratique, je vous dirais, vous ne pouvez pas imposer en matière d'appel d'offres public, donc en haut de 100 000, de critères qui a trait à la présence locale d'un fournisseur. Le seul élément, évidemment, il faut que ça soit en lien
est pertinent, que ça présente un lien logique avec le contrat. Par exemple, vous souhaitez avoir un contrat de service pour l'entretien de vos ascenseurs. Hein? C'est sûr que ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes tenu suivant, je pense que c'est le code du bâtiment, qui prévoit que vous devez assurer la continuité d'un service de technicien pour l'entretien de vos ascenseurs. Et évidemment, vous ne souhaitez pas que s'il y a un bris, que si vous êtes dans le bas du fleuve, vous ne souhaitez pas que le fournisseur soit à Montréal. C'est évident. Hein? Alors, vous souhaitez qu'il y ait un point de service à proximité, lui permettant d'intervenir à l'intérieur d'un intervalle de temps de. Ça, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait légitime de prévoir ça dans un document d'appel d'offres. Pourquoi? Parce que ça a un lien logique avec la nature de la prestation qu'on souhaite acquérir ou obtenir. Mais s'il n'y a pas de lien logique et que la seule pertinence, c'est l'achat régional, je vous le dis tout de suite, c'est terminé, sauf, il y a toujours des exceptions, contrat de service professionnel. Et là, il y a une exception qui est prévue par la réglementation. Je ne rentre pas dans le détail, mais retenez que c'est possible de faire un appel d'offres qu'on dit régionalisé, sans définir la région, je le dis en passant. Ça va? Oui. Oui. Notre commission scolaire est à 1 km d'Ottawa. Est-ce que les compagnies ontariennes sont considérées par l'article 16? Non. Je dirais que non. Écoutez, économie régionale, la loi ne définit pas la région. Je comprends, j'ai étudié à Ottawa, je sais ce que c'est. A priori, je ne vois pas d'objection. Évidemment, il y a l'accord, là, mais je ne vois pas d'objection à ce que la région soit définie comme incluant la grande région de la capitale nationale. Là. Mais ça demanderait peut-être une analyse plus fine. Ça va? J'ai peut-être une question, moi, Sébastien, Oui. relativement à ça. Oui, Joël. Ça va peut-être sortir un petit peu du cadre, mais il y a une tendance de plus en plus pour les organisations d'aller public pour des contrats de moins de 100 000. Oui, Granby, non, c'est ça, effectivement. Et autres. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que la considération pour l'économie régionale ne devient pas totalement éludée? Absolument. Absolument, parce que sur un contrat inférieur au seuil d'appel d'offres, soit de 100 000 en l'occurrence, effectivement, vous ne pouvez pas choisir qui va être invité. C'est public. Là. Donc, c'est le système SEAO sur lequel vous allez publier votre appel d'offres et tous les soumissionnaires. Et particulièrement dans votre cas. Quand je dis votre cas, là, je dis, non, je ne parle pas de la boisson. On va garder ça pour ce soir. On n'est pas aux recettes pompettes non plus. Conférence pompette. Donc, particulièrement pour vous. Parce que l'article 3, si vous allez lire l'article 3 attentivement, l'article 3 fait partie, j'ai mon cartable là, je vais juste prendre des bons mots, si vous me permettez. Vous avez le chapitre 2 qui est intitulé « Appel d'offres public ». La section 1, c'est une disposition générale. Et si je vais voir au chapitre 3, bien sûr de... Chapitre 2, c'est des modalités particulières. Chapitre... excusez-moi, je ne vais pas... Non, chapitre 3, c'est les modalités particulières. Chapitre 4, c'est les contrats particuliers. Mais essentiellement, au chapitre 3, c'est l'appel d'offres public. Ce que ça signifie, et là, c'est quand on va lire l'article 3, disposition générale, la procédure d'appel d'offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'un organisme public procède à un appel d'offres public pour l'adjudication d'un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d'appel d'offres public, les règles suivantes là, peuvent être modifiées. Ce que ça signifie, c'est qu'à partir du moment où vous faites le choix comme organisation
de lancer un appel d'offres public pour un contrat inférieur à 100 000, vous devez suivre les prescriptions, sauf exception. Sauf exception parce qu'il y a des délais, il y a la composition des membres du comité de sélection qui pourrait être différente, mais retenez que vous êtes assujetti aux mêmes règles qu'un appel d'offres public. Donc, le choix peut être lourd de conséquences, dont celui de ne pas considérer, effectivement, ou ne pas pouvoir considérer l'économie régionale, sous quelque forme que ce soit par un appel d'offres régionalisé ou encore par un critère qui prévoirait, par exemple, dans un processus de qualité, un critère relatif à la région. Oui, M. Morin. J'ajouterais quelque chose, par exemple, à cet égard-là. Oui. À l'article 14 de la loi, on dit qu'un organisme public, s'il décide de faire un appel d'offres public en bas des seuils, Ouais. il peut considérer l'appel d'offres public régionalisé. Oui, probablement. Et c'est là que ça peut devenir intéressant de le prévoir dans un contexte de commission scolaire. Donc, si on prévoit justement lancer un appel d'offres en bas de 100 000, puis qu'on est presque certain, et je dis bien presque certain qu'il sortira en bas de 100 000, alors oui, Effectivement. c'est une bonne approche, justement, de dire le territoire de la commission scolaire sera ma région. Alors, si on est à 70 ou à 80 000 je dirais même que c'est à penser et à avoir cette préoccupation aussi, et à évaluer l'opportunité de le faire, effectivement. Oui, effectivement. OK. Ça répond à ta question, Joël? Oui, merci. On continue. Alors, comment on va prendre en considération l'économie régionale? Évidemment, on peut être imaginatif. On peut prévoir des clauses dans l'appel d'offres qui vont, disons, faire une approche de compromis en favorisant les distributeurs locaux. Et ça, je suis confiant que, et je sais pour l'avoir déjà vu, là, que les regroupements d'achat ont développé des approches imaginatives et tout à fait conformes à la loi là-dessus, en évaluant l'impact du regroupement sur les fournisseurs régionaux antérieurs, donc celui qui, par exemple, qui était sous contrat avec la commission scolaire antérieurement, quel est l'impact du regroupement d'achat pour lui? Ça pourrait être un élément à considérer. Ça ne veut pas dire que vous allez continuer dans le même ordre, mais ça pourrait être un élément à considérer. En évaluant l'impact de ce regroupement sur les fournisseurs régionaux potentiels. Alors ça, c'est quelque chose que vous pourriez considérer, et j'ajoute, et sur leur capacité à participer au marché public regroupé. Si vous avez un prestataire de services local, je pense à une entreprise comme Premier Tech, à Rimouski, je pense, Rivière-du-Loup. C'est une entreprise qui est certainement capable de participer, évidemment, dans son secteur d'activité, à des contrats d'envergure, même si les parts de marché sont importantes. Donc, si vous avez ce type d'entreprise-là, peut-être que dans votre localité, vous ne serez pas inquiet face à l'économie régionale parce que vous vous dites, bien, l'un des principaux joueurs dans ce secteur d'activité-là au Québec, je l'ai dans ma localité. Alors, ça, il n'y aura pas d'inquiétude. Mais si c'est des petits joueurs et qu'ils n'auront pas les reins assez solides pour participer au regroupement d'achat, bien là, on pourrait considérer cet élément. Notamment en développant avec les regroupements des... là, je fais attention à ce que je dis. J'ai ça dans ce temps-là. Avec des lots. On va l'appeler option, là, mais on pourrait développer des lots dans le cadre de l'appel d'offres, puis faire un appel d'offres à adjudication multiple, évidemment, sous réserve de la position de votre ORC et du Conseil du Trésor. Alors, intervention possible, ça peut être de décider de participer au regroupement malgré l'économie régionale, malgré qu'il y ait des impacts. Considérer, ça ne veut pas dire suivre aveuglément. Je ne dis pas que la loi aurait pu dire ça, mais vous comprenez la nuance. S'assurer que les documents d'appel d'offres permettront aux fournisseurs régionaux de présenter une soumission, notamment par la subdivision des parts de marché.
S'assurer que les fournisseurs régionaux bénéficieront des retombées du contrat accordé par notamment le réseau de distribution ou, par exemple, un prestataire de services techniques qui ferait partie d'une bannière, ben, il y aurait peut-être un intérêt de ce côté-là. Les formes d'adhésion au regroupement d'achat. Et là, j'espère que vous allez me suivre parce que des fois, on s'y perd. Mandat d'intérêt. Oui, Sylvain. Je voulais juste valider, quand on participe à un regroupement d'achat, qui doit se poser la question par rapport à l'économie locale? Est-ce que c'est celui qui va pratiquer l'appel d'offres ou si je suis un organisme public qui veut adhérer à ce regroupement-là? Selon ce que je lis dans la LCOP, ce serait possiblement l'organisme qui fait l'appel d'offres regroupé qui doit prendre en considération l'économie locale. Oui, parce que le point de départ du regroupement d'achat, c'est l'organisme. C'est la partie au regroupement. Alors, c'est lui qui doit prendre la décision, j'adhère ou non. Ce n'est pas le regroupement qui dit tu adhères. Mais je comprends que c'est ta figure imposée, là, parfois, ou avec des règles budgétaires, où là, vous avez. J'aime bien l'économie régionale, mais là, si je veux avoir les sous, il faut que j'adhère à un regroupement. Serge, veux-tu ajouter quelque chose? Ça va? Alors, c'est essentiellement ça, parce qu'effectivement, la discrétion est attribuée à l'organisme public. Donc, c'est clair que... Il y a un enjeu sur ce que tu viens de dire, par exemple. Encore une fois, avec le fait que vous soyez législativement et au niveau des réglementaires, des enfants pauvres, des regroupements, qui va remplir le fameux annexe 5 sur les regroupements d'achat? Peut-être M. Morin va nous en parler cet après-midi. Dumont, pardon, je vais me mélanger. Peut-être M. Dumont va nous en parler cet après-midi. Parce qu'effectivement, la manière dont l'annexe est construite, c'est un peu... ça laisse penser que, à certains égards. Alors, mandat ferme versus l'avis d'intention, écrit. L'article 5 des 3 règlements, ça on n'a pas à faire de distinction. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d'appel d'offres, dans le cas d'un regroupement d'achat d'organismes au sens de l'article 15 de la loi, l'identification de tout organisme public et de toute personne morale de droit public partie à ce regroupement ou ayant exprimé par écrit leur intention d'y être partie, ainsi que l'identification de leurs besoins. 2 formes d'adhésion, mandat ferme, qu'on l'a appelé, là, et éventuel par avis d'intention. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas parti au regroupement. C'est un peu une fiction qu'on est venu créer après la mesure transitoire, parce que la mesure transitoire disait, même si vous n'êtes pas parti identifié dans les documents d'appel d'offres, vous pouvez y adhérer par la suite. Sauf que là, fin de la mesure transitoire, on a amendé le règlement pour prévoir cette possibilité d'avis d'intention. En toutes circonstances, il s'agit d'un engagement de l'organisme. Ça, c'est très important. Quel que soit le mode que vous avez choisi pour adhérer au regroupement, c'est un engagement. Il y a deux. Évidemment, l'engagement est à la hauteur du mode que vous avez choisi. On va voir en détail qu'est-ce que ça signifie. Et là, on va voir comment se traduit ces 2 formes d'adhésion. Envers le fournisseur retenu, un mandat ferme, ça signifie qu'au terme du processus d'appel d'offres, vous aurez comme partie au regroupement l'obligation de vous approvisionner auprès du fournisseur retenu. Ça signifie que même s'il y a le plus beau des représentants, même s'il ressemble à Matthew McConaughey ou toute autre actrice féminine, j'en nommerai pas pour ne pas faire de favoritisme, arrive sur votre territoire de la commission scolaire, rentre dans votre département administratif et vous fait des beaux yeux, vous devez respecter vos engagements pris au terme du processus d'achat regroupé.
Seule exception, si ce n'est pas décrit dans le besoin. Mais là, évidemment, il y en a qui vont jouer sur les mots. Ah, il n'est pas décrit dans le besoin. Il faut faire attention à ça. Parce qu'il faut respecter les parts de marché qu'on a annoncées. Le besoin que vous avez exprimé, si on remonte en arrière, là, regardez en bas, ainsi que l'identification de leurs besoins. Et ça, évidemment, ça s'applique tant à l'avis d'intention qu'au mandat ferme. Et l'identification de leurs besoins, ça signifie quoi pour les fournisseurs? C'est les parts de marché. C'est ce qui va déterminer le prix qu'il va vous proposer, généralement. Je dis généralement, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont tellement fortes, tellement bien implantées, qu'ils maintiennent des prix très, disons, fermes, malgré un regroupement et de plus grande part de marché. Évidemment, pour un avis d'intention, c'est qu'au terme du processus, l'organisme pourra donner suite à son intention. Et évidemment, s'il y donne suite, il est tenu de prendre le fournisseur retenu. Parce que dans l'équation que va se faire le fournisseur, il va très bien comprendre que mandat ferme, ça veut dire des quantités assez certaines. Mandat d'intérêt ou avis d'intention, il va réaliser qu'il est possible qu'il l'ait. Ça s'appelle la gestion de risque. Et lui, il va faire son prix en conséquence. Il peut être très agressif en gestion de risque, vivre très bien avec le risque, ou il peut se dire, on va faire le prix en fonction des mandats fermes, et si j'ai plus, ce sera, comme on appelle, du gravy. En toutes circonstances, le respect substantiel des quantités annoncées est requis. Même si c'est un contrat à commande. Je comprends que, évidemment, l'incertitude au niveau des quantités est plus grande lorsqu'on parle d'un contrat à commande. C'est évident, par nature, un contrat à commande, c'est les besoins sont incertains, les quantités ou le budget alloué est approximatif. Hein? En gros, là, c'est à peu près ça que ça veut dire. Alors, c'est sûr qu'un contrat à commande, par définition, les quantités sont annoncées sont encore plus approximatives que les quantités fermes ou plus fermes qui peuvent être annoncées dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement pour des acquisitions d'équipements, par exemple. Alors, retenez qu'il y a une nuance entre l'avis d'intention et le mandat ferme, mais la nuance est fine. Pourquoi on va procéder à un avis d'intention? Donnez-moi donc des exemples. Hein? Vous n'êtes pas prêt? Vous n'êtes pas certain? Vous êtes déjà sous contrat? Oui? D'autres? Oui? Oui. Oui, effectivement. Puis l'appel d'offres n'est peut-être pas conditionnel à ce que vous ayez l'argent aussi. Ça, c'est un élément très important à surveiller. Alors, c'est pour ça qu'on va faire un avis d'intention, c'est que tout n'est pas attaché. Tout n'est pas attaché, le budget n'est pas attaché, votre conseil des commissaires n'est pas, c'est pas prononcé, c'est pas penché sur la dépense dans la mesure où, évidemment, il n'y a pas un règlement de délégation qui vous autorise à faire une dépense inférieure à un prix inférieur ou selon le règlement de délégation. En somme, on va utiliser l'avis d'intention justement pour avoir la souplesse de dire, bien, je veux pouvoir profiter éventuellement de l'enjeu, des gains réalisés dans le cadre du regroupement, mais tout n'est pas attaché. Alors, il faut que ça ait un sens, tout ça. Ça ne peut pas être un mandat ferme, un avis d'intention. Ça ne peut pas être un engagement à procéder. Son nom l'indique, c'est un avis de son intention de. Mais évidemment, faut qu'il y ait une nuance entre les deux. Alors, en toutes circonstances, si
l'intention se concrétise, il y a un engagement à faire affaire avec le fournisseur retenu. Et ça pour le besoin exprimé. Ça va? Évidemment, là, il y a un enjeu autour du besoin exprimé. C'est-tu le même numéro de modèle? C'est ça, je vous laisse avec votre conscience. Parce qu'effectivement, dans certains cas, il y a un numéro de modèle dans l'appel d'offres, puis là, heureusement, où le représentant vient de passer, puis il vient de vous montrer le nouveau modèle fraîchement sorti de l'usine. Alors, vous avez une décision à prendre. Évidemment, vous gérez le risque que le fournisseur retenu apprenne que vous avez procédé à cet achat. Vous gérez le risque qu'il décide éventuellement de se plaindre au regroupement d'achat, à l'entité qui a procédé au regroupement. Et vous gérez le risque qu'il se plaigne publiquement. En somme, c'est à peu près les risques que vous allez devoir gérer. Mais si vous y procédez à l'achat avec le nouveau modèle, posez-vous la question, quel impact ça a sur la crédibilité du regroupement d'achat dans le marché? Dans le monde des médicaments actuellement, il y a un enjeu, je dirais, pan-québécois dans le monde des médicaments, où les fournisseurs ne participent pas au regroupement d'achat. Ils ne participent pas. Ils ne tentent pas. Pourquoi? Bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a... Je ne peux pas vous dire s'il y a collusion parce que je ne sais pas dans quelle mesure ils n'ont pas... Ils ont communiqué entre eux. Mais souvent, vous savez, c'est... Il y en a un qui se jette à l'eau, l'autre décide de se jeter, ou souvent, il voit le comportement de l'autre, constate qu'après un appel d'offres regroupé, bien, on se fait que lui, mon concurrent principal, qui a 50% des parts de marché au Québec, ne participe pas à l'appel d'offres. Le mot non plus devant, hein, l'effet de groupe. Et là, qu'est-ce qui arrive? Business as usual, continue de faire de la business, parce que des médicaments pour lesquels ils détiennent des brevets continuent de se vendre quand même. Donc, les représentants circulent, puis ils vendent leurs produits. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être, je ne dis pas sonder les reins et les cœurs pour connaître les raisons de ça, et peut-être parce que soit qu'ils ont une incompréhension du résultat de certains appels d'offres passés pour lesquels ils ont perdu d'importantes parts de marché, ou qu'ils arrivent très bien à vivre sans participer au regroupement d'achat. Pourquoi? Parce que les organisations décident, puis évidemment, il y a tout un enjeu là, clinique, là, le médecin qui fait un choix clinique pour un patient donné. Il y a tout cet enjeu-là que je passe sous silence, mais il y a un enjeu là-dessus dans le réseau de la santé. Qui dit que demain matin, là, on a le règlement sur les TI qui s'en vient. Il y a différentes choses qui vont se passer en matière de technologie de l'information. C'est annoncé. Il y a une prise de conscience sur les contrats adjugés qui vous dit qu'à un moment donné, demain matin, si chaque organisme public décide, par exemple, d'acquérir le nouveau modèle V2 320 là, qui vient de sortir, puis avec toutes les options. Pourquoi? Parce qu'il le trouve beaucoup plus sexy et séduisant, puis probablement, objectivement, plus performant. Mais si vous n'adhérez pas et vous ne donnez pas suite à vos engagements dans le cadre du regroupement, peu à peu, les regroupements d'achat vont perdre de la vitesse. Et ils vont avoir de la misère à solliciter, à susciter l'intérêt des fournisseurs. Oui, Serge. Question rapide. Écoute, l'avis d'intention, c'est CSR, on ne sait pas quoi faire avec ça pour l'instant. Nous, on n'en accepte pas. La raison est simple, c'est une question d'équité. C'est une question d'équité envers les fournisseurs parce qu'on annonce des chiffres. Et si les chiffres ne sont pas au rendez-vous, les fournisseurs ils vont être frileux à annoncer des bons prix. C'est une question d'équité envers ceux qui ont donné un mandat ferme, qui, eux, se sont engagés réellement à acheter, alors que l'autre, peu importe la raison, bonne ou mauvaise,
Participe, mais attend d'avoir le prix aussi pour dire je concrétise ou je ne concrétise pas mon achat. Ouais. Alors, pour l'instant, la position de CCSR, c'est qu'on n'en accepte pas de mandat d'intention. Mais si c'était pour une question de résolution, puis qu'on dit, ben voilà, ma résolution, je vais l'avoir dans un mois, à cause que mon conseil des commissaires ou mon conseil d'administration est dans un mois, puis que là, ça se réalise fermement, là, probablement qu'on le considérait. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de signe là, que c'était vraiment à cause de la résolution. Donc, on est quand même clarifié ça. Ça a vraiment un impact sur les coûts et sur la compétition. Faire attention à ça. C'est signe que pour les fournisseurs, il y a une différence entre les deux, puis ça va de soi. Il y en a une au point de vue juridique. Alors, oui. Une fois qu'on a adhéré au Oui. regroupement d'achat, Ouais. quelles sont les possibilités lorsqu'on se rend compte finalement que le fournisseur ne nous donne pas le service qu'on souhaitait obtenir et que le regroupement d'achat, par ailleurs, ne réussit pas à faire respecter son contrat? Oui. C'est la grande difficulté. Tout ça découle du fait que les regroupements d'achat dans le réseau scolaire n'ont pas d'existence juridique. Ce que ça rend difficile, évidemment, vous pourriez convenir, puis je le fais sur une base théorique, là. Je n'ai pas de cas pratique là, que je peux vous donner, mais vous pourriez convenir avec le regroupement d'achat que c'est lui qui assure la gestion contractuelle. Vous pourriez donner le mandat en ce sens-là. Et souvent, ce qui va arriver dans les regroupements d'achat, c'est qu'ils font le processus, ils font un petit peu de gestion, évidemment, et c'est à chaque commission scolaire ou à chaque entité ou partie au regroupement de faire la gestion contractuelle. Ce qui signifie prendre le contrat puis appliquer les sanctions qui y sont prévues. Si vous avez des clauses de pénalité, je ne sais pas si vous en avez dans votre contrat, mais vous pouvez les appliquer. En théorie, vous avez une clause de résiliation, vous pouvez, en théorie, l'appliquer aussi. Mais ça dépend comment est structuré le contrat dont vous me parlez. Mais généralement, si on donnait ce qu'on demande, ce que je demande pour reconnaître les regroupements d'achat, ça signifie qu'on pourrait, en théorie, permettre, par exemple, à un regroupement d'achat de faire une évaluation de rendement pour l'ensemble des commissions scolaires. C'est sûr que des fois, la difficulté d'un regroupement d'achat, c'est que c'est dans quelle mesure, par exemple, l'insatisfaction d'une partie au regroupement vaut une sanction sur l'ensemble du contrat. Est-ce que c'est un seul contrat ou est-ce que c'est 50 contrats? Alors, tout dépend de la qualification juridique que vous allez y donner. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans une situation où la commission scolaire dit « je suis insatisfait du fournisseur », selon le rôle du regroupement dans lequel vous êtes, bien, vous allez d'abord signaler à l'entité qui assure la gestion du contrat. Vous allez ensuite examiner si vous, de façon autonome, vous avez un recours et, le cas échéant, comment vous allez l'exercer. Et surtout, quel recours vous allez exercer. Est-ce que c'est un cas de résiliation? Est-ce que c'est un cas de sanction? Est-ce que c'est un cas de retenue? Est-ce que c'est un cas de mise en demeure, d'avis de manquement contractuel, de délai pour s'y conformer? La difficulté, elle est là. Puis vous mettez, puis on va en parler tantôt là, dans les étapes, mais je comprends qu'on a 5 minutes. Là, il doit être passé. Hein? Ça, les 5 minutes d'avocat. Oui, vas-y, Guy. C'est parti. OK. Oui, j'ai pris ton 5 minutes. C'est parce que depuis tantôt que tu parles, puis Serge et moi, on se regarde, parce que j'ai un bel exemple concret de ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. C'est l'achat de serveurs chez Dell, pour ne pas les nommer. Ouais. Et ça fait 9 mois qu'on est en train de faire la preuve à Dell que les serveurs, le disque dur sur les serveurs n'est pas bon. Ouais. Puis on leur dit c'est ça. Les autres, avec la Californie, là, ils nous disent non, c'est votre système qui n'est pas correct. Ça a pris 9 mois pour faire la preuve que c'était eux autres qui avaient l'erreur. Puis là, bon, j'ai envoyé une menace, mais j'ai envoyé ça à Serge, puis là, ben, la menace, là, c'est CSR l'a pris. Donc là, j'en ai discuté avec Serge. Peut-être que tu pourrais dire, donc l'approche, c'est que, oui, c'est nous autres qui avons le contrat, c'est nous autres qui avons le problème, mais Serge dit, oui, mais s'il y a un problème, il faut que je le sache.
Parce que Ouais. moi, je vais m'en occuper parce que c'est moi qui ai la caution. Ouais. C'est moi qui ai la responsabilité, qui Ben, respecte les termes du contrat aussi. je ne voulais pas donner l'exemple du CCSR, puis dans ses pratiques, Serge, tu peux compléter, mais puisque je travaille avec le CCSR, en principe, je suis lié par le secret professionnel. Alors, Serge, tu es habilité à me libérer, si tu veux. Bien, écoutez, rapidement, c'est sûr que nous, ce qu'on préfère, c'est que les premiers pas se font avec le fournisseur. Vous tentez de régler ça à l'amiable. Mais nous, on a des clauses, bien, nous, puis j'espère que vous en avez aussi dans les autres regroupements, j'imagine que oui, là, que s'il y a un problème qui arrive, bien, nous, on a des clauses qui vous protègent, on a des garanties d'exécution qui vous protègent. Et les garanties d'exécution, ce n'est pas pour le CCSR, c'est pour vous protéger. Donc, nous, on a une somme d'argent qui est en attente, quand on lève la somme d'argent, bon, on avait là, tu as une pénalité qui te pend au bout du nez, puis on va l'appliquer, là, tout d'un coup, ça réagit. Alors, malheureusement, il faut des fois là, donner un petit coup de marteau et dire corrige ta situation. Et il y a des clauses de pénalité prévues au contrat, des clauses pour sortir du contrat. Donc, le fournisseur n'a pas avantage pour un client à perdre la business pour l'ensemble des clients. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de voir avec les autres clients, qu'est-ce qui se passe avec lui, il y a des problèmes de serveur, mais les autres clients, est-ce qu'ils en ont des problèmes de serveur aussi, puis ont peut-être le même problème, on ne le sait pas. Alors, le poids est encore plus grand, et je peux vous dire qu'il réagit dans ce temps-là. Le fournisseur, il bouge. Effectivement, puis je pense que souvent, sans en avoir de responsabilité particulière au terme du contrat lui-même, il n'en demeure pas moins que l'entité qui a procédé au regroupement est le porteur de dossier, là. Alors, c'est sûr qu'il est à même de réaliser s'il y a d'autres cas de figure semblables à travers le Québec. Et je vous dirais que s'il y a d'autres cas de figure semblables, bien, ça renforcera aussi la position du regroupement face à un manquement contractuel. Alors, mais ces enjeux-là, comme je vous le dis, pourraient être clarifiés. Et je pense que les regroupements seraient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus, je dirais, sécures juridiquement parlant, lorsqu'il vient le temps de prendre des recours ou des sanctions contre un fournisseur négligent. Maintenant, on va juste, puis je reviens sur le titre de la section, obligation, je l'ai mis entre parenthèses, et devoir. Devoir, en principe, là, dans ma tête de juriste, ce n'est pas une obligation juridique. Et vous allez voir là-dedans qu'il y a peut-être des obligations, à mon point de vue, qui sont, je dirais, de saine gestion des regroupements d'achats qui s'apparentent davantage, sans dire à des obligations légales, mais plutôt des devoirs des parties au regroupement. Parce qu'on a parlé beaucoup des obligations des parties au regroupement envers les fournisseurs. Ça, c'est contenu dans le règlement très clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, je vais vous parler des devoirs qu'une partie a envers l'entité qui procède au regroupement. Je vais parler évidemment de devoirs davantage que d'obligations à dessein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement de ce côté-là, sauf peut-être dans le mandat que vous avez signé. Il est évident pour moi que il est important de respecter le processus de communication avec l'entité qui procède au regroupement. Ce que ça signifie, c'est que s'il y a un regroupement d'achat, c'est l'entité qui procède au regroupement qui en est responsable, que ce soit une commission scolaire, un organisme public ou un organisme sans but lucratif. Ce qui est clair, c'est que c'est lui qui est responsable. Donc, les communications avec le fournisseur doivent toujours passer par lui. Et probablement que c'est prévu dans sa propre politique de gestion contractuelle que les communications avec les fournisseurs, lorsqu'un processus d'appel d'offres est lancé, procèdent toujours de la même façon, c'est-à-dire à celle décrite dans les documents d'appel d'offres. Donc, c'est important que si vous avez de votre côté des communications avec certains fournisseurs qui ne comprennent pas ce qui se passe avec le regroupement d'achat, bien, adressez ces gens-là à l'entité responsable du regroupement. C'est très important. C'est une question de crédibilité du processus. Répondre avec diligence aux demandes de l'entité. C'est sûr qu'un processus d'approvisionnement en commun n'est pas efficace s'il y a des organisations qui sont plus lentes à répondre aux demandes, par exemple, qui
aurait trait soit à l'intervention du dirigeant de l'organisme, à des demandes d'information, des demandes d'approbation pour certaines orientations. Bref, il faut y répondre avec diligence parce que souvent, le processus et la validité du processus en dépend. Alors, si on dit qu'il faut, par exemple, publier un avant-doc qui a une incidence sur le prix, est-ce que l'entité va recourir à l'approbation de l'ensemble des parties au regroupement? Peut-être pas, mais dans certains cas, il peut y arriver qu'ils reçoivent l'assentiment des parties au regroupement. Et effectivement, c'est important d'y répondre avec diligence. Je reviens à nos obligations tout à l'heure envers les fournisseurs, respecter le résultat. Même si vous n'aimez pas le fournisseur. Ça se peut que vous n'aimez pas un fournisseur en particulier parce que, notamment, il ne vous a pas livré le service escompté, service après-vente, par exemple, ou il n'a pas respecté ses garanties. Donc, mais il est néanmoins important de respecter le résultat de l'appel d'offres. Vous y êtes tenu en vertu de la loi, mais c'est important de le respecter. Notamment, non seulement pour pallier au risque de recours du fournisseur, mais également pour respecter vos propres obligations envers l'entité qui procède au regroupement. Là-dessus, vous ne pouvez pas, comme entité, par exemple, à supposer que vous avez toutes les ressources nécessaires pour procéder à l'évaluation de rendement d'un fournisseur, c'est hypothétique évidemment, et que vous l'ayez fait à l'égard d'un fournisseur, est-ce que vous pouvez invoquer l'évaluation de rendement antérieure d'un fournisseur donné dans le cadre pour refuser de contracter avec le fournisseur retenu dans le cadre du regroupement? Oui. Alors, à supposer, vous êtes une commission scolaire partie au regroupement d'achat. Vous avez fait une évaluation de rendement négative d'un fournisseur qui a soumissionné dans le cadre du regroupement d'achat. À l'issue du processus d'appel d'offres du regroupement, il est retenu. C'est le plus bas, par exemple, à supposer qu'on n'y aille pas sur un appel d'offres qualitatif. Est-ce que vous pouvez dire, oui, mais moi, là, lui, j'ai une évaluation de rendement négative qui me permet, en vertu de l'article 8 du règlement, de l'exclure pendant 2 ans de tout marché public. Vous diriez non? À main levée, combien disent non? Majorité. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que l'article 8 précise bien qu'il s'agit d'une évaluation de rendement de 7 organismes. Par contre, le gouvernement pourrait intervenir par voie réglementaire ou le législateur pourrait intervenir dans la loi pour prévoir quelque chose de différent. Moi, je pense qu'il est mieux d'envisager le contrat comme une seule entité, c'est-à-dire non pas de multiples contrats conclus avec les parties au regroupement. Donc, il faut considérer le contrat comme un tout. Et s'il y a une évaluation de rendement qui permettrait, par exemple, au regroupement d'achat de dire non, je t'exclus pendant 2 ans, il faudrait que ce soit une évaluation de rendement du regroupement. Ça, moi, je pense que ce serait la solution idéale. Mais actuellement, juridiquement, je suis obligé de vous dire que vous avez fait un beau travail en faisant l'évaluation de rendement. Franchement, champion, mais il ne faut pas l'utiliser. Question. Oui, ici. Elle vient d'où? Oui. C'est parce que, De là-bas. question, tu aurais pu donner le micro à quelqu'un d'autre, alors vas-y, Joël, oui. Cet exemple-là. Oui. Si c'est moi qui est le mandataire, mon organisation qui est mandataire au nom du regroupement, Oui. et que mon organisation a fait une évaluation de rendement négative du fournisseur Y. À risque. À C'est à risque, risque. pourquoi? Parce que tu fais le contrat pour l'ensemble des parties au regroupement. OK. En théorie, l'article 8 vient dire, on va le reprendre pour être certain de ne pas m'égarer. L'article 8, qui est essentiellement, c'est le même article 8, là.
Un organisme public peut, à la condition qu'il en fasse mention dans les documents d'appel d'offres, se réserver la possibilité de refuser tout fournisseur qui, au cours des 2 années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet de la part de cet organisme. Alors, qui fait le regroupement? Comment se traduit le regroupement juridiquement? Est-ce que c'est un seul contrat qui est attribué par des SAMAR? Est-ce que c'est le cas? On pourrait. Je le dis, c'est à risque. Ça ne veut pas dire que si tu me confies le mandat demain matin, je peux me permettre, hein? Par exemple, si tu me donnes le mandat d'analyser la question, ça ne veut pas dire que je vais te dire il n'y a aucune chance qu'on gagne ça. Par contre, en matière de gestion de risque, je suis obligé de vous dire que juridiquement, il y a des chances que lui pourrait soulever et dire oui, mais les autres commissions scolaires qui sont parties à ton regroupement, ils n'ont pas fait d'évaluation de rendement. Ou, par exemple, prenons-le à l'inverse, une commission scolaire dit, dans le cadre d'un regroupement, voit le résultat d'un appel d'offres et dit, oui, mais ce fournisseur-là, j'ai résilié son contrat il y a 1 an. Et là, je vais voir l'article 8, on dit, a fait l'objet d'une évaluation de rendement, a omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l'objet d'une résiliation de contrat en raison de son défaut d'en respecter les termes ou les conditions. Ce que ça veut dire, c'est qu'en théorie, la commission scolaire pourrait dire, si elle contractait seule, pourrait dire, je ne veux pas de toi, hein, un rejet, sur la base de l'existence. Puis d'autant plus, c'est la plupart dans vos modèles de documents d'appel d'offres, je pense à tort, la plupart de vos modèles, fait de l'existence d'une évaluation de rendement une condition d'admissibilité. Donc, ça ne vous laisse aucune discrétion. Ce que ça signifie, c'est un cas de rejet automatique. Là. Si vous concluez seul un contrat, puis que la personne en fait l'objet d'une évaluation de rendement ou encore d'une résiliation antérieure pour cause, je le précise, c'est important, pour cause, avec motif. Donc, ça veut dire que vous pourriez l'exclure pendant 2 ans de tout appel d'offres et vous devriez, si la clause est contenue dans vos conditions d'admissibilité. Alors, dans le cadre d'un regroupement, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quel sein se vouer. Hein? Est-ce que c'est un seul et même contrat? Est-ce que c'est 12 contrats différents pour 12 parties? Est-ce que... il y a beaucoup de questions. Alors, juridiquement, je suis obligé de vous dire, c'est difficile de justifier ça, le fait d'utiliser une résiliation antérieure dans le cadre d'un regroupement. Alors, respecter les résultats, c'est un peu vivre avec les gens qu'on aime moins aussi, peut-être. Respecter vos obligations envers le fournisseur par la commission scolaire dans toutes ses ramifications. C'est important, dans toutes ces... La formulation est peut-être boiteuse, excusez-moi. Dans toutes ces ramifications, qu'est-ce que ça veut dire? Vos écoles. Hein? Oui. Alors, je sais que je vais faire sourire plusieurs d'entre vous, mais il faut avoir un contrôle parce qu'il faut faire prendre conscience que s'il y a des représentants qui circulent dans les écoles, puis qu'il y a des ventes ou il y a des acquisitions qui se font dans les écoles et qui sont en lien avec des produits identifiés dans le cadre de l'appel d'offres regroupé, problématique. Et on a beau dire que 13.4 n'est pas défini dans la loi, là, c'est-à-dire que les cas qui, évidemment, dont l'intérêt public permettrait d'établir qu'un appel d'offres n'est pas justifié, bien, je ne pense pas que ce soit tous des cas de cette nature-là. Certainement pas, en fait. OK? Alors, communication des informations et rapports requis. La difficulté des regroupements d'achat actuellement, c'est d'avoir les données réelles d'achat. Souvent, on va être obligé, c'est pas drôle à dire, hein, mais c'est un regroupement d'achat d'organismes publics qui demande aux fournisseurs de fournir les données d'acquisition parce qu'on n'est pas capable de l'avoir, le réel, à travers les parties au regroupement. C'est un peu difficile à concevoir, mais c'est le cas, effectivement. Alors ça, c'est important de prendre conscience de cette difficulté-là. Puis c'est peut-être un défi aussi que vous avez à relever en matière d'achat regroupé.
je suis rendu à la concertation des regroupements d'achat. Je suis rendu à parler de l'affaire RCI contre Sigma Santé. Et il me restera un thème, là, je vais parler du talon d'Achille, mais j'ai pas mal abordé la plupart des sujets qui sont dans la dernière section de la présentation. Donc, quand je vous disais tantôt, les cas de jurisprudence en matière d'achat regroupé sont rares, mais de plus en plus fréquentes. Pourquoi? Parce que, quand je vous disais les parts de marché, ça suscite beaucoup de questionnements, surtout dans le réseau de la santé. On voit que les cas, curieusement, les cas de décision rendus par nos tribunaux concernent davantage le réseau de la santé. Ce sont 4 gros regroupements. C'est sûr que ça crée des parts de marché géantes, principalement, je dirais. Évidemment, il y a le CSPQ qui fait l'objet de quelques précédents, mais c'est pas la majorité. Alors, un cas très récent, le dossier RCI contre Sigma Santé. Je fais le récit des faits. Vous m'excuserez, je vais le lire un peu parce que c'est important. Je voulais le voir en détail avec vous. Ça n'arrive pas souvent qu'on a des décisions de cette nature-là. Alors, il faut en profiter. 30 septembre 2014, Sigma publie un appel d'offres qui vise l'enlèvement des rebuts. OK? Donc, l'enlèvement des rebuts des établissements de santé. L'enlèvement des rebuts, ça consiste principalement en ce qu'on appelle des levées. Hein? Des levées qui lèvent les bacs puis ils envoient dans le container, comme on dit. Aussi, il y a une base d'établissement du prix qui reposait également sur le poids. Donc, le document régie prévoit que le contrat doit être octroyé au plus bas soumissionnaire par secteur. RCI soutient que le processus est vicié car il ne permet pas à Sigma d'évaluer ou déterminer qui est le plus bas soumissionnaire. Elle dit que les données que Sigma a utilisées pour déterminer le coût total de l'une ou de l'autre des soumissions sont incomplètes. Le problème allégué est en relation avec une partie des services visés par l'appel d'offres, voire le ramassage des grands contenants dans le cadre du service appelé roll-off ou le service à la pesée. Pour ce service, le prix est calculé en additionnant 2 composantes, soit le prix unitaire à la levée relatif aux contenants et leur transport, et le prix par tonne métrique relatif à l'enfouissement, et ce en fonction de la pesée des rebuts transportés et éliminés. Ainsi, pour ce genre de service, pour établir le coût total d'une soumission, RCI fait valoir que le nombre de tonnes métriques qui doit être traité à chaque établissement doit être connu. RCI dit, si je veux soumettre un prix, il faut que le nombre de tonnages soit connu et que je remplisse mon bordereau en conséquence. Donc, je remplis mon bordereau sur le nombre de levées, il m'indique le nombre de levées. Si je remplis mon bordereau sur le nombre de tonnages, bien, je dois connaître le tonnage. Une revue de l'addenda 3 bordereau de prix démontre que le tableau qui sert à calculer le coût de service à la pesée comporte une colonne où certains établissements, et là j'attire votre attention sur cet extrait-là, certains établissements ont fourni leur estimation de tonnes métriques traitées annuellement. Pas tous. C'est un recoupement d'achat. Et vous vous souvenez de l'obligation de décrire leurs besoins. Le tableau comprend également une colonne où le soumissionnaire inscrit son prix par tonne, ce qui permet de faire un calcul qui s'ajoute aux autres composantes de prix pour en arriver au coût final. Hein? Toutefois, pour les 26 endroits, chez plusieurs établissements dans 2 secteurs, aucune estimation de tonnes métriques traitées annuellement n'a été fournie, de sorte qu'aucune somme pour cette partie du service à la pesée, roll-off, n'a été ajoutée au coût total du service pour l'endroit en question. RCI fait valoir que ces établissements bénéficient déjà de ce service et donc Sigma ne peut choisir d'ignorer ces données aux fins du processus de soumission. De surcroît, en choisissant de les ignorer, Sigma n'est pas en mesure de déterminer le plus bas prix avec le niveau de précision requis. Donc, si je n'ai pas les données complètes de tous les parties au regroupement, je ne suis pas en mesure de déterminer qui est le plus bas. Le constat du tribunal.
À la lumière de la preuve à ce stade, le tribunal se demande comment Sigma Santé a pu décider que le prix de BFI était le plus bas, alors qu'elle n'avait pas le nombre de levées, excusez-moi, mais aucune donnée sur les tonnes métriques, un composant essentiel, important du coût total qu'un établissement va devoir assumer. Il est vrai que l'article 15 du règlement oblige l'organisme à adjuger le contrat suivant les besoins décrits, mais qu'en est-il lorsque les besoins sont décrits à moitié? Hein? Or, ce que ça signifie, c'est que, et là je complète le raisonnement avec l'article 2, on dit bien la mise en place de procédures efficaces. On se demande des fois, quand on lit l'article 2, à quoi ça sert. Bien là, on en a une illustration. Oui, on le sait, mais tu sais, des fois on dit, il faut que ce soit conforme à l'article 2. Oui, mais en ce que, donc la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse. Alors, ce que ça vous dit, c'est que cette obligation-là s'applique avec encore plus d'acuité en matière d'achat regroupé. Parce que on doit pouvoir permettre aux fournisseurs, à vrai dire, qui déterminent la quantité, qui déterminent c'est quoi le besoin. Alors, s'il n'est pas en mesure de faire son calcul et qu'on arrive au bout du compte où certains fournisseurs antérieurs ont des données que les autres n'ont pas, il y a un problème. Donc, c'est peut-être, ça s'explique, le résultat de cette décision-là s'explique peut-être, je dis peut-être parce que je n'ai pas été au fait de ce dossier-là, mais s'explique peut-être par un manque de communication entre Sigma et les parties au regroupement. C'est peut-être des gens ou des organisations qui n'ont pas fourni l'information à Sigma, ou Sigma ne les a pas attendus. Vous comprenez? Hein, il y a une dynamique aussi. Il y a un échéancier là-dedans. Il y a une réalité de l'échéancier qui doit tenir compte du fait qu'on fait affaire avec 12, 15, 20 organismes publics avec des réalités différentes. Donc, lorsqu'on prévoit et lorsqu'on planifie un regroupement, il faut tenir compte, effectivement, donner un échéancier réaliste pour se permettre de bien définir le besoin et d'obtenir toutes les données des établissements. Et inversement, si on parle des organismes publics partis au regroupement, il faut communiquer en temps utile ces données-là pour permettre à l'entité qui procède au regroupement de décrire le besoin de façon la plus précise possible. Ça va? Oui? Est-ce que dans le cas que vous venez de décrire, oui, Sigma ne se sont pas tirés dans le pied en donnant une partie des secteurs avec des tonnages, puis d'autres parties pas de tonnage? Oui, absolument. Mais l'information est incomplète. Et ça, c'est très clair. Et ce qui est peut-être arrivé, puis je dis peut-être, là, oui, vous avez raison, c'est un argument qui était servi par Sigma, effectivement, à l'effet que, écoutez, moi, voici mes quantités, tu soumissionnes en fonction de tes quantités. Sauf que RCI avait soumissionné en fonction des quantités qu'il connaissait aussi. Oui, en partie. Oui. Exactement. Donc, c'est sûr que ça a créé une dynamique. Là, évidemment, c'est un jugement qui a été rendu au stade préliminaire. Ce n'est pas un jugement sur le fond. Autrement dit, ce n'est pas un jugement qui a été rendu à l'analyse, après analyse de toute la preuve et tous les faits qui ont été pertinents. Souvent, les jugements préliminaires sont rendus sur dossier, sur la base d'affidavit de la part des représentants des parties. Mais retenez, je pense que ce qu'il faut retenir de cette décision-là, c'est que le juge a illustré un élément de l'article 2 qui était de définir préalablement son besoin adéquatement. Et je voulais vous porter à votre attention parce que je pense que dans la réalité d'un regroupement d'achat, c'est d'autant plus pertinent. Ça va? Sébastien, si je peux Oui. me permettre. Oui, Joël. Je réfléchis tout haut. Puis, tu nous as soulevé un élément de la diapo précédente, la difficulté justement d'aller chercher les données auprès des fournisseurs. Et on est un petit peu vulnérable dans ce sens-là que si le fournisseur ne fournit pas le portrait, Ouais. c'est difficile d'y arriver.
ça se rattache beaucoup à ce que tu viens de mentionner comme décision. Dans quelle mesure les organismes publics devront se méfier ou mettre des mécanismes en place pour obtenir les données essentielles à chiffrer leur quantité? C'est sûr qu'on peut regarder le budget, puis ça a coûté tant, mais quand on cherche des choses plus pointues, comme dans le cas qui nous intéresse, ce qui nous avait déjà été soulevé même par l'ancien patron de M. Dumont du Conseil du Trésor, le défi des organisations scolaires sera de ne pas être dépendantes des données des fournisseurs. Mais d'une manière ou d'une autre, on l'est jusqu'à un certain point. Bon. OK. Prenons le bébé par le bon bout. Deux choses là-dessus sur les données. À quoi ça sert, les données, dans le fond? Premier élément qui est utile par les données d'acquisition, c'est la plupart du temps, quand vous procédez à un regroupement d'achat, le regroupement pourra s'aménager ce qu'on appelle une ristourne ou un pourcentage des ventes. Il y a un enjeu là-dessus. Je sais que dans le réseau de la santé, là, il y a des enjeux qui se discutent, puis pas pour y avoir participé indirectement, là. Il y a des enjeux qui se discutent à ce niveau-là sur la capacité des fournisseurs de verser, dans certaines circonstances, des ristournes à des tiers, c'est-à-dire à des parties qui ne sont pas une partie contractante, mais qui procèdent à un regroupement d'achat. Alors les données du fournisseur servent à établir le montant, le pourcentage des ventes, qui va servir à établir le montant de la ristourne qui est dû par le fournisseur à l'entité qui a procédé au regroupement, si tant est que c'est une entité qui exige de telle rétribution. Bon, fait que ça soulève une question relativement au financement du regroupement d'achat. L'autre aspect, c'est que ça ne veut pas dire que vous êtes en regroupement d'achat, que vous ne devez pas respecter votre obligation de ne pas convenir d'une modification à votre contrat qui n'est plus l'accessoire du contrat et qui est telle que ça constitue un nouveau contrat au sens de l'article 17 de la loi. OK? Donc, ça sert aussi à ça, les quantités. Parce que c'est sûr que je comprends que vous êtes dans un contrat à commande, puis ça se peut que si vous êtes dans cette situation-là, contrat à commande, par définition, les quantités sont approximatives. Il y a certainement, compte tenu de la nature du contrat, une marge différente à considérer. Mais il n'y en a pas moins que vous n'êtes pas déchargé de cette obligation-là de surveiller le contrat pour vous assurer que vous respectez les quantités, c'est non seulement les quantités annoncées, mais aussi pour ne pas les dépasser à un point tel que ça constitue une modification qui n'est plus l'accessoire du contrat. Alors, et ça, évidemment, c'est une question obscure. La modification du contrat, ça demande une analyse fine. Je ne dis pas que ça s'applique dans tous les cas, mais ça demande une analyse, mais il faut à tout le moins être vigilant et surveiller les quantités. Alors, c'est pour ça que, à quelque part, les quantités annoncées et les quantités acquises par l'ensemble du regroupement sont importantes, notamment pour la question du respect du caractère accessoire des modifications au contrat. Maintenant, vous pouvez m'entraîner sur un autre débat, là. Est-ce que, par exemple, si une commission scolaire avait annoncé 100 unités, puis elle en prend 50, puis l'autre à côté, elle en prend 150, puis elle avait annoncé 100, est-ce qu'on se situe toujours dans une modification au contrat? Alors, encore une fois, comment on va qualifier le contrat? Là est la question. Est-ce que vous considérez ça comme un seul et même contrat ou encore plusieurs contrats avec toutes les parties au regroupement, auquel cas, celle qui a acheté 150 unités qui avait prévu 100, bien, elle est de l'ordre de 50 de la quantité annoncée là, de modification. Alors, c'est des enjeux comme ça qu'on pourrait discuter encore longuement, mais, puis moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est sûr que c'est important de surveiller les quantités pour ces raisons. Oui? Je tiens à y revenir parce que ça me touche, là, ça nous touche là, directement, là, ce dossier-là. Oui. Si, parce que j'ai compris que Sigma, dans l'appel d'offres, ils ont parlé de nombre de levées et de poids. Hein, Je pense que dans l'appel d'offres, ils en parlaient. Si moi, je m'en vais à un appel d'offres
avec nos 70 bâtiments, en nommant seulement, j'ai besoin de tant de conteneurs avec tant de levées. Est-ce que je suis correct? Parce que le poids, là, s'il y a quelqu'un ici qui a le truc qui me le donne, là, parce que le poids, là, au niveau de nos déchets, moi, je ne sais pas comment calculer ça. Bien, c'est une question qu'on pourrait discuter là, plus amplement, mais si ça intéresse tout le monde, je peux en parler. On peut parler de vidange, j'en parle à Québec, c'est un site, là. On entend parler, on fait que parler de ça, des vidanges, nous autres, à Québec. C'est comme si on n'avait pas d'autres problèmes. Alors, pour répondre à votre question, c'est que vous pouvez choisir la base de comparaison des soumissions que vous voulez. L'important, c'est de la décrire avec de façon la plus exacte possible et de ne pas créer chez les soumissionnaires une situation d'inéquité. Alors, je pense que c'est ça le mot, la leçon à tirer de cette décision-là. Et ce que je voulais vous illustrer par cette décision-là, c'est que dans le cadre d'un regroupement, c'est tout aussi vrai. Puis il faut tenir compte de la réalité du regroupement, puis du fait qu'on a tous nos occupations et qu'on a tous des informations à communiquer dans le cadre du regroupement qui doivent être communiquées en temps utile. Je comprends qu'on peut se dire, là, on va lancer l'appel d'offres, on publiera un addenda. Et ça, c'est une gestion de risque que j'aime moins. Oui, Serge. Peut-être juste pour éclaircir, monsieur, au niveau des quantités, des tonnes métriques, c'est juste pour les roll-offs, c'est juste pour les unités de compaction qu'on appelle, là, puis probablement au courant. Mais ton fournisseur, actuellement, il te les charge. Il te les charge annuellement sur chaque facture. J'ai remboursé ton roll-off, j'ai été le domper, et c'est 12 tonnes métriques. C'est sûr que tu peux demander à tes fournisseurs, mon roll-off, normalement, il contient combien de tonnes métriques, parce que quand je ne veux pas prendre trop de temps, là, quand tu l'envoies, tu appelles ton fournisseur, tu es rendu aux 3/4 ou quasiment au plein, puis là, tu l'appelles, tu dis, viens me décharger ça, puis ils savent combien de tonnes métriques ça contient, puis combien de levées tu as eu annuellement, tu fais la multiplication, tu présentes ça, puis tu dis, c'est approximatif, donc tu ne te trompes pas beaucoup. Là. Ça va? Merci, Serge, pour ces explications. Oui, exactement. Alors, les constats, les obligations en termes de définition de demeure, quelle que soit l'ampleur du regroupement, éviter le dernière minute, planification et respect des échéanciers. Si des informations sont incomplètes, vaut mieux reporter le processus que de le corriger. Ça va? Alors, je termine. J'ai beaucoup parlé des talons d'Achille ou du talon d'Achille, des regroupements d'achats dans le milieu scolaire. C'est effectivement quelque chose que je vais marteler tant et aussi longtemps que le législateur n'interviendra pas pour corriger la situation. Évidemment, corriger la situation pour moi, là, puis je vais mettre mise en garde parce que j'ai quand même des intérêts à sauvegarder. Corriger la situation pour moi, je viens de prendre le verre de quelqu'un. Ah, c'est le mien ce matin. Parfait. Alors, corriger la situation, ça ne veut pas dire... Ouais, ouf. J'espère qu'il n'y a pas de gastro. On parle de concertation, Sébastien. Oui, OK. Revenons au sujet. Donc, talon d'Achille, des regroupements dans le milieu scolaire. Je reviens avec ça, puis quand je disais que je voulais que le gouvernement ou le législateur, peu importe de la façon dont il choisira d'intervenir, intervienne. Et quand je dis intervenir, ça ne veut pas dire limiter. Ça veut dire encourager par la reconnaissance formelle des regroupements d'achat et encourager par donner tous les leviers juridiques possibles au regroupement d'achat d'être performants. Quand je dis performant, là, pour moi, là, solliciter 12 dirigeants d'organismes, ce n'est pas être performant. Quand on sait très bien que l'intérêt d'un regroupement d'achat, c'est d'agir tous dans le même sens, même si vous avez 5 décisions sur 12 qui disent non, je ne veux pas qu'on ouvre l'enveloppe, là, ça ne change rien au résultat. Alors, c'est sûr qu'on doit d'abord, puis là, je fais le parallèle avec le réseau de la santé, je constate, comme vous, que dans la SCOP, on reconnaît les groupes d'approvisionnement en commun comme des organismes publics. Je constate aussi que plusieurs aspects de la gestion contractuelle
sont affectés par cette absence de reconnaissance, l'intervention du dirigeant, la surveillance du RORC. Hein? C'est qui va surveiller le regroupement d'achat? C'est le RORC du regroupement? Oui, mais le RORC du regroupement, il n'existe pas. Là. En théorie, là. Sur papier, dans la législation, il n'existe pas. Alors, l'évaluation de rendement et son utilisation, je pense qu'on en a discuté tantôt. La reddition de compte. Comment remplir la reddition de compte? Si vous décidez d'ouvrir l'enveloppe, ben, il y a une reddition de compte qui vient avec ça. Oui, mais les dirigeants de l'organisme, des 12 organismes, ils ne sont pas outillés pour faire la reddition de compte. Alors, ça ne donne rien de prévoir une reddition de compte si celui qui est l'auteur de la reddition n'est pas outillé pour répondre adéquatement à ce qui lui est demandé par la législation. Évidemment, je fais abstraction là, des solutions imaginatives que vous avez pu identifier pour y remédier. Directive concernant justement la reddition de compte, on dit l'organisme public responsable du regroupement. Mais dans le cas des OBNL là, qui sont hyper performants dans votre réseau, est-ce que ça vise en principe? Pratiquement, probablement, qui s'est senti concerné, là, mais ce n'est pas un organisme public. En responsable d'un regroupement, il doit faire rapport au Conseil du Trésor de chaque contrat conclu au bénéfice de ce regroupement. L'organisme public doit, au plus tard, 30 juin de chaque année, transmettre électroniquement au secrétariat le formulaire. Et là, je vais laisser le Conseil du Trésor donner, évidemment, ses conseils là-dessus, mais essentiellement, cette reddition de compte-là, de la part d'un organisme qui n'est pas reconnu comme un organisme public, qui fait un regroupement avec des organismes publics, est problématique quant à moi. Je comprends qu'on a trouvé des solutions, mais pour moi, c'est des solutions qui ne sont pas encadrées par la législation ou la réglementation. Merci de votre attention. J'aurais terminé. Mais je vais rester pas très loin, je pense. OK.